Le jour où ma belle-mère m'a demandé de débarrasser, comme le petit mari utile que j'étais, j'ai posé 20 ans de virement sur la nappe blanche. Et pour la première fois, plus personne n'a trouvé ça drôle. Je m'appelle Véronique, j'ai 51 ans, et depuis 20 ans je suis marié à Claire. Nous vivons dans un pavillon sans prétention, à Saint-Maur-des-Fossés, avec un portail qui grince dès que l'hiver devient humide et un cerisier que je taille toujours trop tard. Je travaille comme responsable technique dans une société de maintenance industrielle, du côté de Créteil. Ce n'est pas un métier qui fait briller les yeux dans les dîners, mais il paie les factures, il m'a appris à rester calme quand tout menace de lâcher, et surtout, il m'a donné l'habitude de réparer ce que les autres préfèrent ignorer. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était aussi mon rôle dans la famille de Claire. Au début, les remarques étaient petites. Presque polies. Monique, ma belle-mère, avait cette manière de sourire en penchant la tête, comme si elle déposait une miette sur ma veste, m'assurant que j'avais un charme provincial et que c'était reposant. Je venais pourtant du Val-de-Marne, pas d'un hameau perdu, mais je répondais avec un sourire. Gérard, mon beau-père, corrigeait parfois ma façon de dire un mot, surtout devant ses amis. Marc, le frère aîné de Claire, riait de mes chemises achetées en grande surface ou de mes chaussures de sécurité laissées dans le coffre de la voiture. Claire, elle, me serrait la main sous la table en me murmurant de ne pas faire attention, qu'ils étaient simplement comme ça. Je l'ai cru. Je voulais construire quelque chose, pas déclarer la guerre à chaque repas dominical. Quand on commence une vie de couple, on choisit ses batailles. Je pensais que laisser passer quelques piques était une façon d'être intelligent. Aujourd'hui, je sais que certaines personnes prennent votre silence non pas pour de l'élégance, mais pour une autorisation. Avec les années, les plaisanteries sont devenues des habitudes, puis les habitudes sont devenues un système. On m'appelait quand le chauffe-eau de Monique faisait un bruit suspect, quand Gérard ne comprenait pas un courrier de la banque, quand Marc avait besoin d'un coup de main pour transporter un canapé trouvé sur le bon coin ou quand Élodie, sa femme, cherchait quelqu'un pour conduire leur fils à une épreuve parce qu'il s'était mal organisé. On me demandait de passer rapidement, en promettant que cela ne me prendrait qu'1 heure. Ça ne prenait jamais 1 heure. Il fallait traverser la ville, trouver une place, démonter un vieux robinet, aller chercher une pièce au magasin de bricolage, revenir, nettoyer, rassurer Monique, écouter Gérard raconter que les artisans d'aujourd'hui ne savaient plus travailler. Puis rentrer chez nous après 22 heures avec l'odeur du calcaire sur les mains. Le dimanche suivant, autour d'un poulet rôti ou d'un plateau de fromage sorti trop tôt du réfrigérateur, ces mêmes personnes expliquaient que Claire avait épousé la simplicité. Monique ajoutait souvent que c'était bien aussi, que j'étais un homme pratique et que c'était une qualité. Marc concluait généralement en riant qu'au moins, avec moi, il n'avait pas besoin d'appeler un artisan. Tout le monde souriait. Je souriais aussi, par réflexe, parce qu'un homme qui se vexe pour une phrase devient vite, dans ce genre de famille, celui qui gâche l'ambiance. Claire me répétait que je savais bien qu'il ne pensait pas à mal. Je ne répondais pas. Je regardais Julien, notre fils, puis Inès, notre fille, grandir dans ces repas où l'on parlait météo, impôts fonciers, notes au bac, contrôle technique, mutuelle santé et travaux de copropriété, avec toujours, quelque part, une petite phrase sur moi. Une phrase assez douce pour qu'on puisse la défendre comme une blague, assez précise pour qu'elle touche juste. Je n'ai pas toujours été naïf. Je percevais le mépris, mais j'estimais qu'il valait mieux l'absorber plutôt que de le répercuter. Claire aimait ses parents, malgré leur dureté. Monique tenait la famille comme elle tenait sa table, nappe en tissu, serviettes pliées, couteaux alignés, sujet de conversation contrôlée. Gérard parlait peu, mais quand il le faisait, c'était souvent pour sauver les apparences. Marc faisait beaucoup de bruit. Élodie riait quand Marc riait. Les enfants observaient plus qu'on ne le croyait. Il y avait aussi l'argent, mais pendant longtemps je n'ai pas voulu le regarder en face. La première grossette date d'environ 15 ans. Gérard avait cautionné un ancien associé pour une affaire qui devait, selon lui, rapporter de beaux bénéfices. L'affaire s'était effondrée. Les courriers de relance étaient arrivés, puis les appels, puis les rendez-vous à la banque. Claire pleurait dans la cuisine le soir, assise sur une chaise, les mains autour d'une tasse de tisane qu'elle ne buvait pas. Elle m'avait dit, bouleversée, qu'ils allaient perdre l'appartement et que sa mère ne s'en remettrait pas. L'appartement, c'était leur fierté. Un 3 pièces à Vincennes, pas immense, mais bien placé, acheté avant que les prix deviennent délirants. Monique en parlait comme d'un emblème familial, affirmant que chez eux, on transmettait,
on ne dilapidait pas. À l'époque, je n'ai pas voulu humilier Gérard. Je n'ai pas voulu obliger Claire à choisir entre ses parents et notre tranquillité. J'ai avancé une somme, puis une autre. Ensuite, quand les retards se sont accumulés, j'ai pris en charge plusieurs mensualités du crédit, discrètement, avec des intitulés bancaires sobres, aide familiale, avance-charge, travaux de toiture, remboursement temporaire. Je gagnais correctement ma vie. Je faisais des astreintes, je négociais mes primes, je gardais la vieille voiture plus longtemps que prévu. Nous n'étions pas riches, mais je savais tenir un budget. Je n'ai jamais demandé à apparaître sur un acte notarié. Je n'ai pas demandé de reconnaissance officielle. J'ai même refusé quand Gérard, une fois, dans un moment de panique, a marmonné qu'il faudrait peut-être écrire quelque chose. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Je croyais protéger leur dignité. En réalité, je leur offrais la possibilité de nier la mienne. Le fils de Marc a eu des frais de scolarité dans une école privée après un redoublement compliqué. Marc avait promis de rembourser dès que sa situation se stabiliserait. Sa situation ne se stabilisait jamais vraiment. Il changeait de poste, se brouillait avec un supérieur, lançait des projets, les abandonnait, parlait fort de réussite et empruntait en silence. Un jour, il m'a demandé si je connaissais quelqu'un dans une entreprise de logistique industrielle. J'ai passé un coup de fil à un ancien collègue devenu directeur de site à Rungis. Marc a obtenu un entretien, puis un contrat. Au repas suivant, il a raconté fièrement qu'il avait senti tout de suite qu'ils avaient besoin d'un profil solide. Je n'ai rien dit. Je me disais que ce n'était pas grave. Qu'un service rendu n'a pas besoin d'être annoncé. Qu'une famille fonctionne aussi avec des gestes invisibles. Mais il y a une différence entre être invisible et être effacé. Je n'ai compris cette nuance que trop tard. Le dimanche de l'anniversaire de Monique, tout était exactement comme elle l'aimait. La table avait été dressée dans la salle à manger, sous le lustre qu'elle trouvait un peu ancien mais de qualité. La nappe blanche avait été repassée. Les serviettes étaient pliées en triangle. Le gigot attendait dans son plat, trop cuit comme toujours, parce que Monique estimait qu'une viande rosée était une fantaisie de restaurant. Le gâteau venait d'une pâtisserie du centre-ville, celle dont elle citait le patron par son prénom comme si cela prouvait quelque chose. Elle précisait que c'était de chez Philippe et qu'il la connaissait depuis des années. Julien était venu de son studio de Montreuil, un peu fatigué, avec son sac en toile et ses cheveux encore humides. Inès avait pris le RER depuis Paris après un cours préparatoire auquel elle prétendait avoir vaguement survécu. Elle avait embrassé sa grand-mère sans chaleur. Elle voyait plus clair que nous, je crois. Monique portait le foulard que je lui avais offert à Noël. En ouvrant le paquet, elle avait commenté que c'était étonnamment bien choisi. Je l'avais pris comme un compliment. Je savais faire ça aussi, transformer le minimum en gentillesse. Marc a débouché une bouteille que j'avais payée 2 semaines plus tôt, après qu'il m'a envoyé un message me demandant de prendre 2 bonnes bouteilles pour l'anniversaire de sa mère et promettant de me rembourser le dimanche. Il ne m'a jamais remboursé. Il a levé son verre en portant un toast à leur mère, qui leur avait appris le goût des belles choses. Monique a souri comme une reine fatiguée. Gérard a hoché la tête. Claire a applaudi doucement. Je regardais la bouteille et je pensais à l'étiquette collée de travers sur le sac du caviste. Le repas a commencé normalement. On a parlé des travaux dans l'immeuble de Monique et Gérard, des charges de copropriété qui augmentaient, de la mairie qui allait refaire une partie du trottoir, du médecin de Gérard qui partait à la retraite. Monique a demandé à Inès si elle avait enfin trouvé une façon plus stable de s'habiller. Inès a répondu d'un ton sec qu'elle avait mis 2 chaussettes de la même couleur spécialement pour elle. Marc a ri trop fort. Puis il s'est tourné vers moi, son verre à la main, pour me demander de passer le mercredi à la maison de Saint-Père, prétextant que la porte du garage faisait encore des siennes et que je m'y connaissais. Cette maison était leur résidence secondaire. Une petite bâtisse humide, charmante en photo, épuisante en vrai. J'y avais déjà réparé des volets, une évacuation de douche, une prise extérieure et une chasse d'eau qui fuyait depuis des mois. J'ai posé ma fourchette et j'ai répondu simplement que le mercredi, je travaillais, et que je ne pourrais pas passer. Ce n'était pas agressif. Même pas sec. Juste une phrase claire. Marc a ouvert les yeux comme si j'avais renversé du vin sur le tapis. Il m'a dit de ne pas leur jouer l'homme d'affaires avec un agenda de ministre. Je lui ai expliqué calmement que ce n'était pas une question d'agenda, mais que j'avais une intervention prévue chez un client à Gennevilliers. Il a souri,
cherchant déjà son public, et a répliqué que mon petit boulot pouvait bien survivre sans moi pendant 2 heures. Le silence a duré 1 seconde. Ce genre de seconde où chacun pourrait encore choisir de ramener la conversation à quelque chose de respectueux. Personne ne l'a fait. Monique a pris sa serviette, l'a tapotée contre ses lèvres et m'a conseillé de ne pas être susceptible. Elle a ajouté que Marc voulait simplement dire que j'avais toujours été disponible pour les tâches concrètes, ce qui était précieux, et que Claire avait toujours eu le cœur plus grand que l'ambition, mais qu'au fond, elle n'était pas tombée si mal. Élodie a baissé les yeux en souriant. Gérard a fixé son assiette. Les cousins, à l'autre bout de la table, attendaient la suite comme s'ils connaissaient déjà la réplique. Je n'ai pas regardé Marc. J'ai regardé Claire. Elle savait. Elle savait que ce n'était pas une plaisanterie. Elle savait que j'avais déjà quitté le travail plus tôt pour eux, posé des jours de congé, annulé un samedi avec les enfants pour finir une fuite dans cette maison de bord de mer. Elle savait aussi pour les virements, pas dans le détail peut-être, mais assez pour comprendre qu'on ne parlait pas seulement d'une porte de garage. Elle a soupiré, les yeux fatigués, et a murmuré assez fort pour être entendue, me demandant de laisser tomber, affirmant qu'il plaisantait et me suppliant de ne pas gâcher l'anniversaire. C'est cette phrase qui a brisé quelque chose en moi. Pas l'insulte de Marc. Pas la cruauté polie de Monique. La phrase de Claire, automatique, usée, comme si mon humiliation n'était qu'une nappe qu'on secoue après le repas. Inès a relevé la tête, déclarant fermement que ce n'était pas une blague quand la même personne riait toujours et que l'autre encaissait systématiquement. Monique a pincé les lèvres, reprochant à Inès son intervention et affirmant qu'on pouvait encore plaisanter en famille. Julien n'a rien dit, mais il me regardait d'une façon que je n'oublierai pas. Un mélange de colère et de tristesse, comme s'il attendait que je me voie enfin comme lui me voyait. J'ai terminé mon repas. Pas par dignité, pas par courage. Parce que je savais que si je parlais à ce moment-là, je parlerais sous l'impulsion de la colère. Or mon métier m'a appris une chose, quand une machine chauffe trop, on ne tape pas dessus. On coupe l'alimentation, on isole le problème, on revient avec les bons outils. Après le dessert, Monique m'a tendu une pile d'assiettes en me demandant de les débarrasser, ajoutant avec un sourire que j'étais le petit mari utile de la maison. Marc a laissé échapper un rire. Claire a fermé les yeux. Je me suis levé. J'ai pris les assiettes. Je les ai portées à la cuisine. J'ai rincé mes mains. Puis je suis revenu m'asseoir. La scène des relevés sur la nappe blanche n'a pas eu lieu ce dimanche-là, contrairement à ce que les autres ont raconté ensuite. Ce dimanche-là, je n'avais rien avec moi. Seulement 20 ans de fatigue et une certitude nouvelle, je n'allais plus contribuer à mon propre effacement. Le trajet du retour s'est fait dans un silence presque physique. Claire conduisait. Les clignotants semblaient trop bruyants. À l'arrière, Julien regardait par la fenêtre et Inès tapait des messages sur son téléphone. À la hauteur de Joinville, Claire m'a reproché de ne pas avoir fait un effort pour l'anniversaire de sa mère. J'ai tourné la tête vers elle, lui demandant si c'était vraiment tout ce qu'elle retenait de la soirée. Elle a serré le volant, insistant sur le fait que sa mère ne changerait jamais. Je lui ai alors demandé si moi, en revanche, je devais rester le même pour que tout le monde soit tranquille. Elle n'a pas répondu. Julien a parlé depuis l'arrière, doucement, pour souligner que je n'avais rien fait de mal et que c'était eux qui avaient été profondément injustes. Claire lui a ordonné de ne pas s'en mêler. Inès a lâché, sans lever les yeux, que c'était bien pratique, quand on voyait les choses, on devait faire semblant de ne pas s'en mêler. Personne n'a parlé jusqu'à la maison. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Je suis descendu dans le bureau, une petite pièce coincée entre le garage et la buanderie. Il y avait mes classeurs, des factures d'assurance, les avis d'imposition, les contrats de maintenance de la chaudière, des enveloppes que je gardais au cas où. J'ai allumé l'ordinateur. Je ne cherchais pas encore des preuves. Je cherchais à comprendre pourquoi je m'étais senti si piégé. Quelques semaines avant le dîner, j'avais déjà eu un premier déclic. En rangeant des papiers, j'étais tombé sur un vieux mail de Gérard. Il datait d'une période où leur banque les relançait au sujet des échéances de l'appartement. Il m'y remerciait pour le virement, me demandant surtout de ne pas en parler à Monique devant Marc, car il ne comprendrait pas. Cette phrase m'avait dérangé. Pas seulement parce qu'il voulait cacher l'aide, mais parce qu'elle prouvait que mon argent avait une valeur tant qu'il restait invisible. Ils savaient. Ils savaient quand cela les sauvait, et ils oubliaient quand cela les arrangeait.
Cette nuit-là, j'ai ressorti le mail. Puis un autre. Puis les relevés bancaires téléchargés depuis mon espace client. J'ai cherché par mots-clés. Les lignes se sont alignées comme des dates sur un calendrier que je n'avais jamais voulu lire. J'étais étrangement calme. Au travail, quand une installation tombe en panne, on commence par les historiques. Là, c'était pareil. Je regardais une panne familiale avec 20 ans de maintenance gratuite. Le lendemain, j'ai posé une journée de congé. J'ai acheté une chemise cartonnée bleue à la papeterie près de la gare. Puis j'ai classé. Les petites factures d'abord, un chauffe-eau, 2 serrures, des pneus pour la voiture de marque, un devis d'électricien payé parce que Monique trouvait que ça tombait mal ce mois-ci. Les trajets ensuite, hôpital, rendez-vous chez le notaire, aller-retour à Saint-Père. Je n'allais pas facturer des kilomètres, mais je voulais voir l'ensemble. Puis les avances, 800 € pour des charges de copropriété, 1200 € pour un rattrapage d'assurance, 2500 € pour les frais de scolarité du fils de Marc, jamais remboursés malgré 4 messages d'Élodie promettant un virement rapide. Et enfin les virements liés à l'appartement de Vincennes. À 19 h, Claire est rentrée. Elle m'a trouvé à la table de la cuisine, entourée de papiers. En voyant le nom de ses parents sur une feuille, son visage a changé. Elle m'a supplié de ne pas faire ça, m'accusant de vouloir tout mélanger, les histoires d'argent, les maladresses de sa mère et les blagues de son frère. Je lui ai répondu fermement que ce n'était pas mélangé, mais au contraire très cohérent. Elle s'est assise en face de moi, l'air épuisé, me demandant si j'allais vraiment leur jeter cela au visage. Je lui ai expliqué que je n'allais rien jeter, mais simplement le poser sur la table. Elle a passé une main dans ses cheveux, redoutant qu'il me trouve mesquin. Je lui ai décrit exactement ce qui allait se passer, Marc dirait que je tenais mes comptes, Monique dirait qu'on ne parlait pas d'argent en famille, Gérard dirait qu'il ne se souvenait pas, et elle aurait envie de dire qu'il plaisantait. Elle a baissé les yeux, murmurant que ce n'était pas juste. Je lui ai répondu que ce qui n'était vraiment pas juste, c'était qu'elle ait vu tout cela et qu'elle m'ait demandé de l'avaler pour que personne ne soit mal à l'aise. Elle a commencé à pleurer silencieusement. Je lui ai dit qu'elle comprendrait peut-être ce que c'était avec sa mère, mais que cette fois, elle ne traduirait pas une humiliation en humour. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message dans le groupe de la famille. J'ai annoncé que je passerais le dimanche suivant après le déjeuner, en précisant que j'avais besoin que Monique, Gérard, Marc, Claire et moi soyons présents pour discuter des aides financières et matérielles de ces dernières années, et que ce serait la dernière discussion à ce sujet. Marc a répondu au bout de 2 minutes avec un emoji qui riait aux larmes, ironisant sur le fait que je faisais désormais des convocations. Monique a soupiré par écrit qu'il s'agissait encore d'un drame pour une simple plaisanterie. Élodie a suggéré qu'on se parle calmement. Gérard n'a rien écrit. Claire a lu le message et m'a regardé comme si j'avais déplacé un meuble lourd au milieu du salon, me reprochant de ne pas lui en avoir parlé avant. Je lui ai répondu que je lui en parlais depuis des années. Le dimanche suivant, je suis allé chez eux avec un pantalon sombre, une chemise simple et le dossier bleu sous le bras. L'immeuble de Monique et Gérard sentait la cire et le vieux courrier. Monique a ouvert la porte en soulignant que j'étais au moins à l'heure. Dans le salon, Marc était debout près de la fenêtre. Élodie était sur le canapé. Gérard était dans son fauteuil. Claire se tenait près de la bibliothèque, trop droite. Sur la table, Monique avait posé 4 tasses à café. Pas pour moi. Monique m'a lancé que l'on m'écoutait, puisque je tenais tant à faire mon petit exposé. Je me suis assis sans demander la permission, j'ai posé la chemise bleue devant moi, et j'ai précisé que je n'étais pas venu faire une scène, mais mettre fin à une confusion. J'ai ouvert la chemise. J'ai commencé par les petites choses. À chaque feuille, je donnais seulement la date, le montant, l'objet, la chaudière, les pneus, les frais d'école, le remboursement jamais arrivé, les travaux de toiture, l'avance sur charge. Marc a levé les mains, ironisant sur mon élégance à tenir des comptes. Je l'ai regardé droit dans les yeux pour lui préciser que je n'avais pas tenu de compte, mais que j'avais gardé des preuves, ce qui n'était pas la même chose. Monique a repris son ton mondain, affirmant que personne ne niait mes services, mais qu'en famille, on ne transformait pas chaque geste en facture. Je lui ai répondu que j'étais d'accord, mais qu'en famille, on ne transformait pas non plus chaque aide reçue en occasion d'humilier celui qui l'avait offerte. Marc a ri, minimisant la situation en parlant d'une simple blague sur une porte de garage. Je l'ai corrigé, la porte de garage n'était que la dernière goutte. J'ai ensuite sorti les relevés liés à l'appartement.
Les dates, les intitulés, les montants, aide familiale, mensualité retard, frais de dossier bancaire. J'ai posé les feuilles au centre de la nappe. Le visage de Gérard est devenu gris. Monique a tendu la main vers une page, l'a lue, puis l'a reposée comme si le papier était sale. Marc a froncé les sourcils, demandant ce que c'était. Je me suis tourné vers lui pour lui expliquer que c'était les virements qui avaient permis à ses parents de conserver l'appartement quand la banque menaçait d'engager des procédures. Il a regardé son père. Gérard a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ce silence valait tous les aveux. Monique a redressé le menton, me disant que je n'allais tout de même pas laisser les parents de ma femme dans la difficulté. J'ai compris à cet instant précis qu'elle cherchait seulement à transformer mon aide en obligation naturelle. Je lui ai confirmé que je ne voulais pas les laisser dans la difficulté, et que c'était pour cela que je l'avais fait. Je voulais éviter qu'ils perdent leurs biens, mais ils n'étaient pas obligés de me piétiner pendant que je les tenais debout. Marc a reculé d'un pas, m'accusant de dramatiser comme d'habitude. J'ai continué, lui rappelant que son emploi chez Logistal n'était pas tombé du ciel, que j'avais appelé mon contact parce qu'il me l'avait demandé, et que ce même petit boulot dont il se moquait lui avait ouvert une porte quand plus personne ne voulait le recevoir. Marc a serré la mâchoire, me demandant pour qui je me prenais. Pour quelqu'un qui arrête, ai-je répondu. La phrase a eu son effet. Ils ont compris qu'il s'agissait de la suite. Monique s'est tournée vers Claire, indignée qu'elle me laisse parler ainsi. J'ai vu le visage de Claire trembler, ce mouvement familier de l'évitement. Mais elle n'a rien dit. Alors j'ai pris la parole à sa place. J'ai dit à Claire que le problème n'était pas seulement ce qu'ils avaient dit, mais tout ce qu'elle avait accepté de qualifier de plaisanterie. Monique a eu un petit rire sec, soulignant que je faisais désormais la morale. Et là, Claire a relevé les yeux et a demandé fermement à sa mère de se taire. Ce n'était pas théâtral, mais dans cette pièce, c'était presque un coup de tonnerre. Claire a continué, la voix moins sûre mais résolue, affirmant que ce n'était pas une blague, ni ce jour-là, ni le dimanche précédent. J'ai rassemblé les feuilles. J'ai annoncé clairement qu'à partir d'aujourd'hui, mon aide n'était plus disponible. Plus de virements, plus d'avances, plus de réparations gratuites, plus de caution morale. S'ils avaient besoin d'un artisan, ils demanderaient un devis. S'ils avaient besoin d'argent, ils verraient avec leur banque. S'ils avaient besoin de respectabilité, ils la financeraient eux-mêmes. Marc m'a accusé de mettre l'argent au-dessus de la famille. Je lui ai répondu que je refusais simplement de financer le mépris qu'on me servait à table. Monique s'est levée, outrée d'être traitée comme une mendiante. Je lui ai rappelé que je ne l'avais jamais traitée ainsi, raison pour laquelle tout était resté discret, mais que m'avait traité comme un domestique devant payer ses propres humiliations. Gérard a murmuré mon prénom. C'était la première fois depuis le début qu'il le disait sans ironie ni gêne. Je me suis tourné vers lui, lui disant qu'il savait très bien tout cela. Il a hoché la tête à peine. Monique l'a fusillé du regard, lui demandant s'il n'avait rien à dire. Il a répondu très bas que je disais vrai. Cette phrase a vidé la pièce. Marc n'avait plus de public. Claire pleurait en silence. Monique s'est rassise. Je me suis levé, leur laissant les copies pour qu'ils en fassent ce qu'ils voulaient, mais leur demandant de ne plus m'imposer une version de l'histoire où je n'existais que pour servir. Je suis sorti sans claquer la porte. Dans la rue, l'air était froid. J'ai marché jusqu'à la station. Le monde n'avait pas changé, c'était moi qui venais de cesser de tenir une façade qui ne m'appartenait pas. Les conséquences ne sont pas arrivées comme dans un film. Personne n'a été ruiné du jour au lendemain. Mais quand la personne sur qui tout le monde s'appuie recule, les fissures se voient vite. 2 semaines plus tard, Marc m'a laissé un message vocal à 8h12, évoquant un souci avec la banque et me demandant de le rappeler. Je ne l'ai pas fait. Il m'a envoyé un message me demandant si on pouvait être adulte 2 minutes. Je lui ai répondu de voir cela avec sa banque. Gérard a dû vendre une partie de ses placements pour régulariser ses charges. Monique a découvert qu'un artisan ne se déplaçait pas gratuitement contre un café. Le premier devis pour la porte de garage de Saint-Père l'a mise hors d'elle. Élodie m'a envoyé un message pour dire qu'il ne pensait pas que je prendrais tout aussi mal et que les mots dépassaient parfois la pensée. Inès, qui a vu le message, a traduit cela avec justesse, il pensait surtout que je continuerais quand même. Julien m'a montré des captures d'écran d'un autre groupe familial où Marc continuait de me rabaisser. Certains cousins avaient ri, d'autres étaient restés silencieux.
Julien leur avait répondu que je n'avais pas mis l'argent au-dessus de la famille, mais que j'avais juste arrêté de payer pour être insulté. Inès avait ajouté qu'ils avaient simplement arrêté d'appeler ça de l'humour. Avec Claire, le plus dur a commencé après. Notre couple était plein de zones grises. Pendant des années, elle avait essayé d'éviter les conflits avec sa mère en me demandant de payer le prix du calme. Un soir, elle m'a avoué qu'elle ne savait pas que je le vivais aussi mal. Je lui ai répondu qu'elle ne voulait surtout pas le savoir. Elle a pleuré franchement, comprenant que j'avais raison. Je lui ai posé un ultimatum calme, soit nous allions voir une conseillère conjugale pour poser des limites claires, soit nous organisions proprement notre séparation. Elle a accepté la conseillère. Les premières séances ont été pénibles. Claire défendait encore les habitudes de sa mère. J'ai aussi dû entendre que mon silence ne m'avait pas seulement rendu victime, mais qu'il m'avait protégé d'un conflit que je redoutais. Le changement de Claire a pris du temps. Mais un samedi matin, alors que Monique appelait et me critiquait sur haut-parleur, Claire a pris la parole fermement. Elle a dit à sa mère que je n'avais humilié personne, mais simplement montré ce qu'il faisait semblant de ne pas voir, et elle a exigé que sa mère ne parle plus jamais de moi sur ce ton. Monique a raccroché presque aussitôt. Ce n'était pas une réparation complète, mais c'était une phrase droite, et après 20 ans de phrases tordues, ça comptait. Monique ne s'est pas excusée avec des fleurs. Elle a envoyé une carte, 3 semaines plus tard, indiquant simplement qu'ils avaient compris. Gérard m'a appelé pour admettre qu'il n'avait pas été correct concernant l'appartement et qu'il allait voir avec son conseiller pour remettre les choses à plat. Ce n'était pas parfait, mais il avait cessé de se cacher derrière le silence. Marc, lui, a choisi l'attaque jusqu'au bout et m'a supprimé du groupe familial. 6 mois ont passé. La maison est plus calme. Le portail grince toujours, et je ne l'ai pas encore réparé. Le cerisier a été taillé à temps cette année, parce que j'ai gardé un samedi pour moi. Claire et moi ne sommes pas devenus un couple parfait. Elle voit moins sa mère, mais elle la voit. Simplement, je ne l'accompagne plus systématiquement, et quand j'y vais, je ne ris plus aux phrases qui piquent. Je n'ai pas récupéré l'argent versé. Je suis allé voir un avocat pour connaître mes droits, mais je ne voulais pas transformer ma vie en contentieux. Je voulais que les paiements cessent, que les mensonges cessent, et que ma place cesse d'être négociable. Un dimanche récent, Julien et Inès sont venus déjeuner. En regardant par la fenêtre, Inès m'a conseillé de réparer le portail qui ressemblait à un décor de film d'horreur. J'ai répondu que je le savais. Julien a souri en ajoutant que là, au moins, c'était mon portail. On a ri d'un rire simple, dans une maison où je n'avais plus besoin de mériter ma chaise. Je n'ai pas gagné une guerre. J'ai seulement arrêté de fournir les outils avec lesquels on me réduisait. J'ai posé des relevés sur une nappe blanche, et ce n'était pas élégant, peut-être, mais c'était vrai. Depuis ce jour-là, quand je rentre du travail et que je pousse le portail grinçant, je ne pense plus à tout ce que je dois réparer pour être accepté. Je rentre chez moi, et c'est déjà beaucoup. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne en vous abonnant. À bientôt pour les prochaines stories.